Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo s'arrête en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Ils se sont inclinés 2-1 face à l'Angleterre. Et puis, grand oral inédit à Paris pour l'Organisation internationale de la francophonie. La candidate congolaise Juliana Lumumba a défendu sa vision et ses priorités devant la conférence ministérielle de la francophonie. Enfin, à l'international, réunis à Ouagadougou pour leur 34e Assemblée générale, les sociétés d'État affichent un chiffre d'affaires record de plus de 5 500 milliards de francs CFA pour 2025. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au tout début, la République démocratique du Congo est éliminée de la Coupe du Monde 2026 après sa défaite 2-1 face à l'Angleterre en 16e de finale. Les Léopards avaient pourtant ouvert le score dès les débuts de la rencontre par Brian Chipenga, mais les Anglais ont renversé le match en seconde période grâce à un doublé de Harry Kane. Malgré cette élimination, la RDC quitte le tournoi avec les honneurs après une qualification historique pour la phase à élimination directe et une première victoire en Coupe du Monde. Et avant cette rencontre entre les Léopards de la RDC et l'Angleterre, l'attente était à son comble. Dans les rues de Kinshasa, les supporters se préparaient à vivre un rendez-vous décisif. Si beaucoup reconnaissaient la qualité de l'adversaire, ils ont gardé l'espoir de voir la sélection congolaise réaliser un grand match. Henri Mbokama et Giscard Tamba pour le reportage. L'équipe anglaise expérimentée et annoncée favorite. Mais cet avantage théorique ne semble pas entamer leur confiance. Beaucoup ont cru en la détermination, à l'esprit de groupe et à l'envie des joueurs congolais de défendre les couleurs nationales avec fierté. Pour eux, les Léopards avaient les qualités nécessaires pour rivaliser avec leurs adversaires et tenter de créer la surprise. Félicitations d'abord à nos Léopards. On a parcours d'abord Bassali. Sincèrement, on ne pouvait pas imaginer que l'équipe Nabisio, Yabanamboka Léopard, et même Nabisio à niveau d'abord comme un 16e de finale. C'est d'abord une chose à féliciter parce que ce n'était pas facile. On a joué contre le Portugal, contre la Colombie, contre l'Ouzbékistan, donc le match n'était pas facile. Mais avec le technicien ou entraîneur Sotozanae, on a une évolution par rapport au match précédent et les cas match Betama. Mais pour le match à Léopard contre l'Angleterre, moi je pense que ceux qui sont sérieux, volonté, discipline, des mots comme ça, qui message pour l'indépendance, les 38 les gars lobby. Après c'est un message clé, message fortifié, disons que quand on a un esprit, il y a un vainqueur, et l'esprit, il y a tout, pour gagner. Donc au début, ça c'est déjà grave, mais chance ces eaux continuent. Je pense qu'aujourd'hui, moi je pense que le match est à si en Angleterre, pays à foot, donc foot c'est banda pas la bango, mais ils trop banga bangoté. Le match rose à la plus ou moins 2-1. Donc oui, ça a redoublé. Donc match est normal, Betara balo ba ekola. Et le regard visati. Match est ouvert. Ça le logo ba sur l'entraîneur, yo quand entraîneur bon thème c'est tout. Match est pour l'Angleterre.
Na Europe, Angleterre a une équipe forte. Na Europe, Angleterre sont classés pour Angleterre à 7e. Donc, donc 1-0. Et pour faire une analyse de ce match, nous recevons pour vous sur ce plateau Blaise Kouzola. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani et bonsoir aux téléspectateurs. Alors Blaise Kouzola, comment était la performance des Léopards aujourd'hui face à l'Angleterre? Bon, il y a quand même beaucoup de regrets puisque les Léopards sont sortis de la course, mais c'était un match vraiment des hommes. On a senti des Léopards qui ont regardé les Anglais dans les yeux et ont joué un match correct. C'est vrai qu'à la fin, il y a quand même la fatigue qui s'est installée aussi, mais aussi les Léopards ont fait face à des très grands joueurs de garçons, de hommes comme Harry Kane, qui est actuellement un meilleur buteur qui a fini sous les d'or européen et qui a fait une très belle saison avec le Bayern de Munich et qui aujourd'hui est arrivé à 5 réalisations déjà en coupe du monde. Donc il faut comprendre que c'était une très grande équipe, une très belle équipe, mais en face les Léopards qui ont su bien rebondir. Regardez par exemple les Léopards qui ont tellement malmené cette équipe de l'Angleterre depuis la 6e minute jusqu'à on va dire carrément le dernier quart d'heure où le Congolais en tout cas ont fait un très bon match. Ils étaient en place défensivement, offensivement. À voir le but de Brian Chimpenga, vous pouvez comprendre que les Léopards étaient venus pour jouer. Ils n'étaient pas venus pour avoir peur de cette équipe d'Angleterre, mais ils sont venus vraiment pour faire de leur mieux afin de faire un très bon match, et c'est ce qui a été fait malgré la défaite. Donc la physionomie du match donne quand même un peu de frustration, mais on peut être très fier de cette équipe de la République démocratique du Congo qui a montré ce soir qu'elle pouvait rivaliser avec n'importe quelle équipe dans le monde, et cette Coupe du Monde va énormément servir de préparation et même de leçon pour le prochain de séance. On passe déjà aux éliminatoires de la CAN qui seront en septembre. Même les équipes qui joueront face à la RDC se diront que voilà, ça c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. C'est une équipe très sérieuse avec de très bons joueurs et surtout avec des renforts qui viendront. Vous allez voir que la RDC va encore devenir un peu plus forte. Donc chapeau à cette équipe de la RDC. Alors Blaise Kouzola, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'équipe de la RDC, parce qu'elle était meneuse du match, mais comme vous l'avez dit, au dernier quart d'heure, on a vu justement ce relâchement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le coach n'a pas fait les changements qu'il fallait ou autre chose? Moi, je crois que aujourd'hui, tactiquement, Sébastien Desabre on a absolument, même Anthony Gordon a fait 2 passes décisives. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. L'Angleterre était entrée un peu dans un temps fort et puis ils ont réussi à marquer dans des actions, on va dire, un peu anodines. Le Free Lions ont réussi à marquer. Bref, je crois que c'était un peu aussi de la fatigue. Vous savez, beaucoup donné face à cette équipe de l'Angleterre, c'est pas du tout quelque chose de simple. Mais moi, je suis plutôt très content vraiment du rendement de cette équipe de Léopards, de la défense à l'attaque, et surtout saluer ces matchs ô combien héroïques de Lionel Passy qui en tout cas a réussi à garder indemne ses buts. On peut rien lui reprocher avec ses buts d'Harry Kane qui sont vraiment des buts d'avant-centre de classe mondiale. Donc bravo aux Léopards. On espère voir beaucoup mieux lors de prochaines séances. Voilà, merci à vous Blaise Kouzola pour cette analyse. Je vous remercie Damani. Autre chose dans ce journal, le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, publié récemment, évoque un rapprochement croissant entre l'ancien président Joseph Kabila et la rébellion AFC M23. Les experts font état de plusieurs rencontres dans les zones contrôlées par le mouvement et évoquent une future intégration de l'ancien chef de l'État à sa direction. Patience Lokeke. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo affirme dans son rapport final publié récemment que le lien entre l'ancien président Joseph Kabila et le mouvement FCM23 se serait considérablement renforcé. Selon ces documents, Joseph Kabila aurait effectué depuis mai 2025 plusieurs déplacements dans des territoires sous contrôle de l'FCM23. Il aurait rencontré à plusieurs reprises le principal dirigeant du mouvement. Le rapport indique que ce rapprochement se
serait accentuée après sa condamnation à mort par défaut prononcée en septembre 2025 par la haute cour militaire qui l'a reconnu coupable de trahison et de collaboration avec la rébellion. Les experts des Nations Unies estiment par ailleurs qu'un remaniement de la direction de l'AFC M23 pourrait intervenir. Ils évoquent la possibilité que Joseph Kabila occupe à l'avenir un poste de premier plan au sein du mouvement. Selon les auteurs du rapport, cette évolution s'inscrirait dans une stratégie visant à présenter l'AFC M23 comme un mouvement essentiellement congolais afin d'atténuer les accusations des soutiens rwandais régulièrement portés par la rébellion. Les documents rappellent également qu'en mars 2026, Joseph Kabila avait réaffirmé son opposition au président Félix Tshisekedi. Par le biais de sa plateforme Sauvons la RDC, ses conclusions figurent parmi les principaux constats du rapport des experts des Nations Unies consacré à l'évolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et un an après la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le gouvernement congolais estime que les engagements pris ne sont pas respectés. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, affirme que Kigali ne manifeste pas la volonté politique nécessaire pour appliquer les dispositions convenues. Blaise Kouzola. Un an après la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le gouvernement congolais dresse un constat critique de sa mise en œuvre. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, estime que Kigali ne fait pas preuve de la volonté politique nécessaire pour respecter les engagements pris. S'exprimant sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, Patrick Muyaya a déclaré que les violences et les tensions persistantes démontrent, selon les autorités congolaises, que les dispositions de l'accord n'ont pas été pleinement appliquées. Pour Kinshasa, le retour durable à la paix passe avant tout par le respect des engagements souscrits par les différentes parties. VTR. Nous sommes engagés depuis le premier jour. Je me permets de vous rappeler que c'est depuis juillet 2022 qu'on a commencé les discussions pour le retour de la paix dans l'Est. Souvenez-vous qu'en décembre 2024, nous étions à Luanda et vous avez vu qu'il n'est pas arrivé. Et vous avez vu la succession des événements début janvier avec notamment ces milliers de morts à la chute de Goma et puis des Bukavu plus tard. Donc ce n'est pas nous qui allons hésiter à donner tout ce que nous pouvons donner pour que nous puissions recouvrer la paix très rapidement. Ceci dit, même le jour même de la signature par les chefs d'État, le 4 décembre à Washington, vous saviez qu'il y avait une offensive militaire qui est partie de Butaram au Rwanda et qui attaquait la ville d'Uvira le 10 décembre, 6 jours après la signature de l'accord. Uvira tombé. Souvenez-vous des propos tenus par l'ambassadeur américain Mike Waltz au Conseil de sécurité que vous mentionnez. Et là, il était évidemment clair que c'est le Rwanda qui perturbait les processus. Donc, depuis la signature, il n'y a jamais véritablement eu de volonté politique. Ces déclarations interviennent dans un contexte où plusieurs partenaires internationaux continuent d'appeler au respect des accords de paix et à la désescalade des tensions entre Kinshasa et Kigali. Malgré les initiatives diplomatiques engagées ces derniers mois, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs territoires de l'Est de la RDC. Et alors que les violences persistent dans l'Est de la République démocratique du Congo, des membres du Congrès américain demandent des comptes à l'administration de Donald Trump. Dans une lettre adressée au secrétaire d'État Marco Rubio, ils réclament des explications sur la mise en œuvre des accords de Washington, la situation humanitaire et la stratégie des États-Unis face au conflit. Blaise Kouzola encore une fois. Secrétaire d'État américain Marco Rubio pour demander des explications sur la stratégie de l'administration américaine face au conflit dans l'Est de la RDC. Dans ses courriers, le parlementaire estime que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée après la signature des accords de Washington de décembre 2025. Il souligne que le combat entre l'M23 et les forces congolaises se sont intensifiés, notamment au sud Kivu, entraînant d'importantes pertes civiles, des déplacements massifs de population et une aggravation de la crise humanitaire. Les élus rappellent également que les États-Unis ont imposé en mars 2026 des sanctions contre de responsables militaires rwandais et des restrictions de visa, accusant le Rwanda de soutenir directement les M23 et de violer les engagements pris dans le cadre des accords de Washington. Selon eux, ces mesures démontrent que la pression diplomatique doit être renforcée. Dans leur lettre, ils demandent au département d'État de préciser son évaluation de la mise en œuvre des accords, l'état du retrait des forces rwandaises du territoire congolais
Congolais, les initiatives diplomatiques envisagées pour réduire les violences ainsi que les actions entreprises pour protéger les civils et améliorer l'accès humanitaire. Le parlementaire souhaite également obtenir des éclaircissements sur l'avancement du partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, le financement futur de la MONUSCO, les conséquences des accords d'expulsion de migrants vers la RDC et l'impact du conflit sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale et orientale. À travers cette démarche, le Congrès américain affiche sa volonté d'exercer un suivi étroit de la politique de Washington dans la région et de s'assurer que les engagements pris en faveur de la paix, de la protection des civils et de la stabilité dans l'Est de la RDC soient effectivement respectés. La République démocratique du Congo prend les commandes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis ce 1er juillet 2026, Kinshasa assure pour un mois la présidence tournante de cet organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une responsabilité que la RDC entend mettre à profit pour défendre le multilatéralisme et porter les priorités du continent africain. Chris Mutombo. La présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette responsabilité intervient 6 mois après le début de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Selon le ministère des Affaires étrangères, il s'agit de la première présidence congolaise de cet organe depuis plus de 30 ans. Une étape diplomatique majeure qui permettra à la RDC de porter la voix de l'Afrique et de contribuer aux décisions relatives à la paix et à la sécurité internationale. Placée sous le thème plus de paix, plus de la justice, plus de développement, plus de multilatéralisme, cette présidence mettra l'accent sur la gouvernance des ressources naturelles, la protection de populations civiles, la lutte contre l'impunité, la justice transitionnelle ainsi que la participation des femmes et de jeunes au processus de consolidation de la paix. 3 rendez-vous majeurs marqueront ces mois de présidence. Le 8 juillet, un débat sera consacré aux violences sexuelles liées au conflit. Le 13 juillet, le Conseil examinera les liens entre les ressources naturelles, les conflits et la paix. Enfin, le 21 juillet, le président de la République présidera un débat de haut niveau consacré au rôle de la gouvernance des ressources naturelles, dont la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité. À travers cette présidence, la République démocratique du Congo entend réaffirmer son engagement en faveur des solutions durables aux crises internationales fondées sur le dialogue, la coopération et le respect du droit international. Sur un tout autre sujet, le président du Front de Libération Nationale du Congo, Eli Kapen Kanimbu, a animé un point de presse le lundi 29 juin sur le site Joli Mark à Mitendi, dans la commune de Mongafula, se présentant comme président élu du Haut Conseil national de la transition. Il a plaidé pour une modification de la Constitution qu'il considère comme une étape vers une souveraineté pleinement assumée par les Congolais. Reportage. Lors de cette rencontre avec la presse, Eli Kapen Kanimbu a estimé que l'organisation d'un référendum constitutionnel devrait être précédée par une période de transition. Selon lui, cette démarche devrait s'inspirer des résolutions issues de la Conférence nationale souveraine. Il a ainsi appelé le président Félix Tshisekedi à prendre en compte cet héritage politique. À travers les vaillants fils congolais et filles congolaises, on s'est donné coréen. Comme ça a été encore en 1990, que la conférence nationale qui était l'unique moyen de bien gouverner notre pays, de bien gouverner notre nation, c'était en 1990-92. Dans le monde entier, on reçut cette occasion à travers les Nations Unies. Poursuivant son intervention, le président du FLNC s'est déclaré disposé à engager des discussions approfondies avec le président Félix Tshisekedi afin d'échanger sur sa vision de la transition et de réformes institutionnelles. En conclusion, Eli Kapen Kanimbu a lancé un appel à l'unité de tous les Congolais, estimant que la cohésion nationale demeure indispensable pour relever les défis auxquels le pays est confronté.
Je l'avais annoncé au sommaire, pour la première fois de son histoire, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé une audition des candidats au poste de secrétaire général à Paris. La candidate de la RDC, Juliana Lumumba, a présenté sa vision et ses priorités devant les ministres des Affaires étrangères des États membres réunis en session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie. Les détails avec Didier Ilunga. C'est dans le cadre de la 47e session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie que Juliana Lumumba, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a présenté sa vision de l'avenir de l'organisation devant le ministre des Affaires étrangères des États membres. Cette audition, organisée pour la première fois dans l'histoire de l'OIF, a permis à la candidate congolaise d'exposer sa conviction d'une francophonie plus proche des citoyens, portée par le peuple qui la compose est capable de répondre aux défis du monde contemporain. Mesure de sa crédibilité. Je veux une francophonie qui parle aux citoyens, qui répond à leurs attentes concrètes, qui renforce les capacités locales et qui associe les jeunes, les femmes, les collectivités et les diasporas à la définition des priorités. Au cœur de son projet figure notamment l'éducation, la valorisation des talents, la mobilité des jeunes ainsi que le renforcement de la coopération entre les États membres afin de permettre à chaque génération de contribuer pleinement au développement de l'espace francophone. L'avenir de notre espace dépend de notre capacité à former, à connecter et accompagner des talents. L'éducation, la formation professionnelle, la mobilité académique et l'innovation numérique doivent devenir des priorités transversales, structurantes et visibles. L'élection du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie pour le mandat 2027-2030 aura lieu lors du 20e sommet de la francophonie prévu en novembre prochain au Cambodge. 4 candidats sont en lice pour succéder à l'actuelle direction de l'organisation. Mesdames et messieurs, à présent, la page internationale. Réunis à Ouagadougou pour leur 34e Assemblée générale, les sociétés d'État affichent un record chiffre d'affaires de plus de 500 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025, un bond spectaculaire de 80% porté par les réformes de gouvernance et une quête affirmée de souveraineté financière. Gigi Nende. La 34e Assemblée générale des sociétés d'État qui vient de s'achever le 27 juin 2026 à Ouagadougou s'impose comme celle de tous les records. Malgré un contexte sécuritaire et humanitaire toujours complexe, les 28 sociétés d'État du pays ont franchi un cap historique. Elles affichent pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires cumulé de 5 571,241 milliards de francs CFA. C'est une progression spectaculaire de 80,30% par rapport à l'année précédente où ce chiffre se situait à 3090 milliards de francs CFA. Cette dynamique exceptionnelle repose sur des géants de l'économie nationale. Les fleurons comme la Société nationale des hydrocarbures ou la Compagnie d'électricité nationale consolident leurs acquis grâce à des réformes de gouvernance rigoureuses. Parallèlement, les 3 établissements publics de prévoyance sociale maintiennent leur cap, enregistrant une performance globale de 2079,914 milliards de francs CFA. La contribution directe de ces sociétés au trésor public s'élève désormais à 680,49 milliards de francs CFA contre 595 milliards de francs CFA un an plus tôt. Cette enveloppe représente aujourd'hui 20,61% de l'ensemble des recettes budgétaires de l'État. L'accent est désormais mis sur l'implantation rigoureuse du code de bonne pratique de gouvernance pour éliminer les disparités résiduelles.
Et puis à Paris, des représentants de la diaspora ivoirienne se sont réunis à l'occasion du forum Diaspora for Growth. Objectif, encourager les investissements, le transfert des compétences et renforcer les liens entre la diaspora et la Côte d'Ivoire. Une diaspora qui représente un poids économique considérable avec près de 1000 milliards de francs CFA transférés chaque année vers le pays. Suivez. Le Fonds monétaire international a approuvé un décaissement d'environ 832,8 millions de dollars américains en faveur de la Côte d'Ivoire. Cette décision intervient à l'issue de la validation complète des objectifs du programme économique soutenu par l'institution financière internationale, notamment la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB en 2025, la maîtrise de l'endettement public, le renforcement de la stabilité macroéconomique, ainsi que l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales à la suite de plusieurs revues concluantes réalisées sur la période récente. Ce financement fait suite à la conclusion de la 6e revue de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, ainsi qu'à la 5e et dernière revue de la facilité pour la résilience et la durabilité. Selon les données du FMI, la Côte d'Ivoire a atteint 100% des critères de performance quantitatifs à fin décembre 2025, ainsi que l'ensemble des repères structurels du programme. Cette décision du conseil d'administration du FMI marque l'aboutissement d'un cycle de réformes économiques lancé en 2023. Les objectifs du programme portaient notamment sur la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB en 2025, conformément aux critères de convergence de l'UMOA, la maîtrise de la dette publique ainsi que l'amélioration de la stabilité macroéconomique et des équilibres extérieurs. Selon les autorités, ces efforts ont permis de renforcer la confiance des partenaires internationaux et d'améliorer la soutenabilité des finances publiques. C'est ainsi que prend fin cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 3 principaux titres. La République démocratique du Congo s'arrête en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Ils se sont inclinés 2-1 face à l'Angleterre. Et puis, grand oral inédit à Paris pour l'Organisation internationale de la francophonie. La candidate congolaise Juliana Lumumba a défendu sa vision et ses priorités devant la conférence ministérielle de la francophonie. Et puis, réunis à Ouagadougou pour leur 34e Assemblée Générale, les sociétés d'État affichent un chiffre d'affaires record de plus de 5500 milliards de francs CFA pour 2025. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur le programme de Géopolis Télévision. Portez-vous bien. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.